Bonjour. Cette conférence porte sur les différents indicateurs qui permettent de mesurer la fréquence des phénomènes morbides ou létaux en épidémiologie. Alors, il n'y a quasiment pas de prérequis pour suivre cet exposé. Il est cependant conseillé de connaître les différents types de rapports qu'on peut calculer avec des données épidémiologiques et notamment de connaître la différence entre une proportion et un taux. Je vous renvoie avec ce lien à un bref exposé de 10 minutes sur ce sujet. Les objectifs de cet exposé sont de savoir comment sont construits les grands indicateurs de morbidité et de mortalité afin de comprendre leur signification exacte. Alors parmi les innombrables définitions possibles de l'épidémiologie, nous allons partir de celle-ci qui a l'avantage de faire consensus et d'être opérationnelle. L'épidémiologie est l'étude de la distribution des maladies humaines ou animales pour les vétérinaires et des facteurs qui conditionnent leur fréquence. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le terme de fréquence. Pour pouvoir étudier ce qui est proposé dans cette définition, il faut savoir mesurer les fréquences des maladies. Alors, en santé publique, on peut dire de façon très schématique que trois grandes sortes d'acteurs se partagent le travail. Alors, tout d'abord, les malades, les cas, sont définis par les cliniciens, les médecins. Ensuite, nous avons les démographes qui travaillent sur des populations entières et sur l'évolution de ces populations. Et je dirais que le troisième acteur, l'épidémiologiste, celui qui nous intéresse, vient se glisser entre les cliniciens et les démographes pour calculer des rapports entre ces cas et les populations. Il considère en quelque sorte que les informations concernant les cas sont des numérateurs et que les informations concernant les populations sont des dénominateurs. Et on va dire que le travail de l'épidémiologiste, de façon très caricaturale, j'en conviens, consiste à calculer ces rapports entre numérateurs, les cas, et dénominateurs, les populations. Alors, on va prendre un exemple concret pour illustrer cette nécessité d'établir des rapports. Alors, voici la répartition du nombre de cas importés de paludisme pendant une année donnée en France, selon le pays de provenance de ces malades. Alors en abscisse, les effectifs des cas de paludisme et en ordonnée les pays. Alors ces données sont des données cliniques, des informations transmises par les services de santé qui ont diagnostiqué ces cas en France. Ce sont en quelque sorte des numérateurs. Et si on se contente seulement de cette présentation, on peut dire que le plus fort contingent de cas de paludisme d'importation provient de la Côte d'Ivoire, suivi du Cameroun, des Comores, etc. Ce qui est vrai. Mais peut-on dire pour autant que ces trois provenances sont les plus à risque? Peut-on dire qu'il y a plus de risques d'observer un paludisme d'importation chez un sujet venant de Côte d'Ivoire? Si le nombre de voyageurs provenant de Côte d'Ivoire est très élevé, alors il est normal d'observer un nombre de cas de paludisme plus élevé sans que pour autant ce pays soit plus à risque. Ce qu'on a donc envie plutôt de savoir, c'est le nombre de cas rapportés au nombre de voyageurs. Nous avons donc besoin de données statistiques sur les voyageurs en provenance de ces pays. Alors c'est ce qui nous est donné sur ce graphique où figure le nombre de sujets revenus de ces pays pendant l'année 1997. Et vous voyez que la Côte d'Ivoire est une des trois destinations de départ les plus fréquentes. Alors ces données sont en quelque sorte des dénominateurs par lesquels nous allons diviser le nombre de cas. Alors les résultats de ces divisions nous sont donnés sur ce diagramme où on a reporté en abscisse le nombre de cas pour 1000 voyageurs. Et vous voyez que la classification des fréquences de paludisme pour 1000 voyageurs est complètement différente. La fréquence des cas de paludisme provenant de Côte d'Ivoire est relativement faible et ce sont des pays comme la RCA, les Congos ou le Bénin qui présentent les risques les plus élevés. Donc vous voyez l'intérêt qu'il y a à ne pas étudier uniquement le nombre de cas, mais à calculer les fréquences relatives par rapport à la population dont ils sont issus. C'est cette approche de mesure des fréquences qui est caractéristique du travail épidémiologique. Donc en épidémiologie, les numérateurs sont la plupart du temps des cas, c'est-à-dire des maladies, des accidents, des décès, mais aussi des guérisons, et les dénominateurs sont les populations dont sont issus les cas. Population générale, femmes enceintes, enfants de moins de 15 ans, habitants d'une ville, travailleurs d'une entreprise, etc. Le premier de ces indicateurs est la prévalence. Alors prenons l'exemple du diabète, toutes formes confondues. En France, en 2016, plus de 3,3 millions de cas de diabète étaient sous traitement parmi environ 67 millions d'habitants. Donc l'idée première est donc de calculer un rapport, celui du nombre de cas divisé par la population dont ils sont issus.
Ce rapport est appelé prévalence. La prévalence, c'est le nombre de cas d'une maladie existant à un instant t, ou pendant une période delta t déterminée, divisé par la population exposée à ce risque de maladie pendant cette même période de temps. Donc vous voyez que la prévalence, c'est une proportion, c'est une mesure de la situation faite à un instant donné, même s'il a fallu une période d'1 an pour en faire la mesure. Donc en 2016, la prévalence du diabète en France était de 3,3 millions divisé par 67 millions, soit 4,9%. Donc près de 5% des Français étaient pris en charge pour un diabète en 2016. Alors une prévalence brute globale peut se décliner selon plusieurs variables d'intérêt. Sur ce graphique, on a calculé la prévalence du diabète pour chaque classe d'âge de 5 ans en 5 ans et pour les deux sexes. On peut également décliner la prévalence en fonction de territoires géographiques pour établir des comparaisons. Alors ici j'ai changé de pathologie pour faire plaisir aux vétérinaires. Il s'agit de la distribution de la prévalence de l'échinococcose du renard, une maladie bénigne pour cet animal mais gravissime lorsqu'elle se transmet à l'homme. On voit nettement sur cette carte la prédominance de la prévalence dans les départements de l'est du pays. Autre exemple, où on utilise ce qu'on appelle la séroprévalence, c'est-à-dire la fréquence des sujets porteurs d'anticorps dirigés contre un agent pathogène. Alors ici on s'intéresse à la toxoplasmose chez les femmes enceintes et on étudie un échantillon exhaustif de 15 130 femmes qui ont accouché pendant une semaine donnée. Parmi elles, 5 555 étaient séropositives, elles présentaient des anticorps anti-toxoplasme. Et donc, si on considère que cet échantillon est représentatif, on peut dire que la séroprévalence de la toxoplasmose parmi les femmes enceintes en France était de 36,7% en octobre 2009. Alors sur ce diagramme, on trouve au milieu d'une population de 200 sujets figurés par des ronds blancs, une série de 8 points rouges illustrant les cas d'une maladie. Donc la prévalence est donc de 8 cas sur 200, soit 4%. Mais comme on le voit, ce n'est qu'un indicateur statique, ce n'est qu'une photographie en quelque sorte instantanée de la situation. La prévalence ne nous donne aucune idée du flux de nouveaux cas qui surviennent au cours du temps. Il va donc falloir trouver un autre indicateur pour mesurer ce flux. Et pour cela, nous allons utiliser un deuxième indicateur, l'incidence. En reprenant notre exemple avec des cas représentés par des points rouges, nous allons maintenant regarder ce qui se passe au cours du temps. Alors vous voyez apparaître des points rouges, ce sont des nouveaux cas, et ils redeviennent blancs lorsqu'ils sont guéris. Donc la vitesse de propagation est d'environ un nouveau cas toutes les secondes. Alors là-dessus, il peut être un peu difficile de voir ce qui se passe car les cas en rouge sont dispersés dans la population. Alors sur cette animation, analogue à la précédente, nous avons rangé les nouveaux cas par ordre de survenue. Les nouveaux cas en rouge, les cas guéris en gris et la maladie dure environ 5 secondes. On voit ainsi que la vitesse de propagation peut se comparer à un débit. Ici, nous avons choisi un débit assez lent avec environ 2 nouveaux cas à chaque seconde. C'est cette vitesse de survenue des nouveaux cas, ce débit, qu'on appelle incidence de la maladie. Ici, nous avons choisi un débit beaucoup plus rapide. La vitesse de survenue des nouveaux cas est d'environ 3 à 4 par seconde. On remarque au passage que la prévalence est toujours la même. Le problème va être de comment mesurer la vitesse de propagation, comment mesurer l'incidence d'une maladie dans une population. Alors, la façon la plus simple consiste à attendre la fin d'une certaine période de temps qu'on s'est fixée et de compter le nombre de nouveaux cas qui se sont accumulés pendant cette période. Pour rendre l'exemple plus réaliste, plutôt que des secondes, nous allons choisir une période d'étude de 12 mois. Alors, dans l'exemple présent, où le débit est assez lent, on constate, à la fin de cette année, que 23 nouveaux cas se sont déclarés pendant cette période. Donc l'incidence cumulée de 23 cas divisée par l'ensemble de la population, 400 sujets, et le résultat se lit de la façon suivante. L'incidence cumulée au cours de cette année de 12 mois est de 5,8 nouveaux cas pour 100 personnes à risque. Dans cette autre animation, le débit est beaucoup plus rapide, environ le double du précédent. Et au bout de 12 mois, on compte la survenue de 45 cas, soit 11,3 cas pour 100 personnes, ce qui est le double de l'incidence cumulée précédente. Alors,
Pour revenir à des exemples réels, en regardant par exemple les données concernant la tuberculose en France en 2019, on constate que cette année-là, 5116 nouveaux cas ont été déclarés, soit une incidence cumulée de 7,6 cas de tuberculose pour 100 000 habitants. Il s'agit là évidemment d'un taux global, national, rapporté à l'ensemble de la population, mais il existe des disparités très fortes selon les catégories sociales, chez les sans domicile fixe par exemple, ou dans les prisons. Alors, comme la prévalence, l'incidence peut se décliner selon toutes sortes de variables. Ici, la distribution de l'incidence de la tuberculose selon les zones géographiques où on constate de fortes disparités régionales. Alors, pour résumer, voici la définition de l'incidence cumulée. C'est le rapport du nombre de nouveaux cas survenus pendant une période déterminée divisé par la population soumise au risque pendant cette même période, c'est-à-dire la population dont sont issus les cas, même lieu, même période, même type d'individu. Alors, lorsqu'on surveille l'incidence d'une maladie, on choisit des périodes d'études régulières, systématiques, de type calendaire, semaines, mois, années. Mais lorsque survient une épidémie à développement rapide, par exemple une toxi-infection alimentaire collective, on ne maîtrise pas la durée de l'épidémie. Et lorsqu'on veut en faire le bilan en termes d'incidence, eh bien la période de temps dépend de cette durée. Elle peut être de 3 jours, d'une semaine ou de 2 mois. Donc souvent, dans ces circonstances d'épidémie à durée limitée, on appelle l'incidence cumulée un taux d'attaque. En ce qui concerne le calcul, c'est exactement la même chose qu'une incidence cumulée. Si on prend l'exemple concret d'une épidémie de choléra dans un district tropical entre mars et avril 2019, on a observé pendant cette période 490 cas de choléra parmi une population de 18 600 personnes. On peut donc dire que le taux d'attaque du choléra pendant cette période a été de 2,63 cas pour 100 habitants. Alors, une incidence cumulée, ou un taux d'attaque, est une simple proportion qui peut s'interpréter comme une probabilité. D'un point de vue individuel, c'est la probabilité pour un individu moyen de contracter la maladie pendant la période de temps considérée. C'est donc en quelque sorte la mesure d'un risque. Alors comme on l'a vu, l'incidence cumulée ou le taux d'attaque sont de simples proportions. En toute rigueur, ce ne sont pas des taux. Alors ces deux indicateurs ne nous donnent pas exactement ce qu'on cherchait, c'est-à-dire la vitesse de propagation de la maladie. Il va falloir compliquer un peu le procédé avec la notion de densité d'incidence. Pour pouvoir apprécier plus finement la vitesse de propagation, on va maintenant découper le temps en fractions élémentaires. Par exemple ici, on va diviser le temps en sous-éléments de 1 mois. Et on va compter le nombre de cas survenus pendant chacune de ces unités de temps. Premier mois, en janvier, 5 cas surviennent dans une population à risque de 400 individus. Alors, ces 400 sujets ne sont plus vraiment des individus, ils deviennent des personnes-temps. Et dans cet exemple, des personnes-mois à risque de la maladie. Alors, pendant ce premier mois de janvier, la population à risque change. Il y a des sorties, des décès, des entrées, des arrivants, des naissances. Il faut donc les décompter. Dans notre exemple, pendant le premier mois, 16 décès sont survenus. 12 sujets sont arrivés, et il faut aussi décompter les 5 malades qui ne sont plus susceptibles de la maladie. Et au début du mois de février, on compte donc 391 personnes mois à risque de maladie, parmi lesquelles surviennent 4 nouveaux cas. Alors, en février, 6 sujets sont partis, 4 sont arrivés, 3 malades sont guéris et sont donc à nouveau susceptibles, et enfin 6 sujets sont encore malades. Donc au début mars, compte tenu de ces modifications, la population à risque est donc de 385 individus. Et pendant ce mois, surviennent à nouveau 5 cas. Et on continue ce travail de recueil de données mois par mois. Et à la fin de l'année, on a observé la survenue de 48 cas. Mais cette fois-ci, au lieu de calculer une simple incidence cumulée en divisant le nombre de cas par la taille moyenne de la population, ici environ 400, on divise ce nombre de cas par la somme des personnes mois à risque de la maladie. Donc 48 divisé par 4791, soit environ 1%. On obtient ainsi un véritable taux, un taux d'incidence qui s'exprime en disant que l'incidence de la maladie est de 1 cas pour 100 personnes mois d'exposition. Nous pouvons donc maintenant formaliser ce qu'est le taux d'incidence, ou densité d'incidence pour certains, ou taux de densité d'incidence, tous ces termes sont similaires, comme étant le nombre de nouveaux cas pendant une période donnée, divisé par la somme des temps d'exposition de chaque individu au cours de cette même période.
Donc l'unité de présentation d'un taux d'incidence est un nombre de nouveaux cas pour n personnes temps. Les personnes temps pouvant être, comme dans notre exemple, des personnes mois. Alors pour illustrer l'intérêt d'utiliser les taux d'incidence plutôt que l'incidence cumulée, nous allons prendre un exemple concret portant sur les infections nosocomiales survenues pendant une année dans 2 services hospitaliers. Alors dans un service A, 7 cas d'infections nosocomiales sont survenus au cours de l'année, tandis que dans le service B, on a observé 16 cas pendant la même période. Alors si on regarde les événements de cette manière, en se limitant aux effectifs, on peut considérer qu'il y a plus d'infections nosocomiales dans le service B, et le chef du service B n'est pas très content. Mais bien évidemment, en tant qu'épidémiologiste, on veut rapporter au nombre de malades qui ont été hospitalisés tout au long de l'année. 146 dans le service A et 580 dans le service B. Ce qui nous conduit à calculer les incidences cumulées, 7 divisé par 146 dans le service A, soit une incidence cumulée de 4,8%, et 16 divisé par 580 dans le service B, soit une incidence cumulée de 2,8%. Cette fois-ci, le chef du service B est rassuré et clame haut et fort que le risque d'infection nosocomiale est inférieur dans son service que dans le service A. Mais on sait que le risque d'infection nosocomiale dépend de la durée du séjour. Plus le séjour est long, plus le risque d'infection est élevé. On va donc colliger le nombre de durées de séjour de chaque malade dans les 2 services. Et on observe respectivement 730 et 1650 journées d'hospitalisation. Alors ces journées d'hospitalisation représentent des personnes jours à risque d'infection nosocomiale. Et on va donc rapporter le nombre de cas, non pas au nombre brut de patients hospitalisés, mais au nombre de personnes jours à risque. 7 sur 130 en A et 7 sur 130 dans le service A et 16 sur 1650 dans le service B. Ce qui donne au final un taux d'incidence de près de 1 cas pour 100 personnes jour, et on constate que ce taux est quasi identique dans les 2 services. Conclusion, les résultats des procédures de lutte contre les infections nosocomiales ne sont pas meilleurs ni pires dans un service que dans l'autre. Les 2 chefs de service ont les mêmes progrès à faire pour diminuer encore ces taux. Alors je reviens un peu sur cette notion délicate de personne-temps où on multiplie au dénominateur chaque personne par son temps d'exposition. Alors les personnes-temps peuvent être exprimées en personnes-heures lorsque le phénomène étudié est très rapide, comme par exemple un accident industriel, une pollution radioactive, en personnes-jours, en personnes-semaines ou en personnes-mois pour des processus plus longs, ou à l'extrême, en personnes-années lorsqu'on travaille sur de longues expositions en pathologie professionnelle par exemple. Alors comment interpréter une densité d'incidence ou un taux d'incidence? On a vu que ce n'était pas une proportion, c'est un taux qui intègre la notion de temps. Ce taux exprime la vitesse d'apparition de la maladie, c'est-à-dire la vitesse de transfert de l'état non malade à l'état malade. Donc, retenez bien la différence qui existe entre l'incidence cumulée qui représente le risque de maladie et le taux d'incidence qui représente la vitesse de survenue des nouveaux cas. Donc il existe un lien entre ces 2 indicateurs dont je vous donne ici la formule. Alors, il existe également une relation entre la prévalence et le taux d'incidence, relation définie par la formule en haut à droite où vous constatez que la prévalence dépend à la fois de la durée de la maladie et aussi de la vitesse de survenue des nouveaux cas. Donc cette première partie nous a montré les 2 grands indicateurs de morbidité que sont la prévalence et les différents types d'incidence. Et nous allons voir maintenant les indicateurs de mortalité. Les indicateurs de mortalité s'utilisent de la même façon que les indicateurs de morbidité et on peut étudier les distributions de mortalité en fonction du temps, de l'espace ou des personnes. Alors ici un exemple de la distribution géographique de la mortalité des ouvriers employés de la tranche d'âge 25-54 ans. Et vous voyez que cette mortalité globale est plus élevée dans le nord et l'extrême ouest que dans le sud du pays. Autre exemple où on étudie cette fois-ci dans le monde entier la mortalité chez les enfants de moins de 1 an exprimée en nombre de décès pour 1000 enfants. Et vous voyez d'un coup d'œil les très fortes disparités entre les continents. Alors, définissons tout d'abord la mortalité globale, c'est tout simplement le nombre de décès survenus pendant une période donnée divisé par la population exposée au risque de décéder pendant cette même période. Donc vous voyez ici l'analogie entre la mortalité globale et l'incidence cumulée.
La mortalité globale, eh bien, c'est tout simplement l'incidence cumulée des décès. Et on appelle le taux brut de mortalité le nombre de décès pendant une période déterminée divisé par la somme des personnes temps pendant cette même période. Et vous voyez ici aussi l'analogie avec le taux d'incidence ou la densité d'incidence. Donc la mortalité, c'est tout simplement l'incidence des décès. On peut faire l'analogie entre les deux types d'incidence que nous avons vus. Mortalité globale égale incidence cumulée, donc c'est le risque de décès, et taux de mortalité brute, bien c'est le taux d'incidence des décès, la vitesse de survenue des décès. Alors maintenant, on peut s'intéresser non pas à la mortalité globale, mais à la mortalité due à une certaine maladie. Par exemple ici, on s'intéresse à la mortalité due au paludisme au Kenya. Parmi 839 000 cas de paludisme survenus cette année-là, un total de 27 000 patients en sont décédés. Donc on va créer un nouvel indicateur qui est la mortalité spécifique, en divisant le nombre de décès liés à une maladie particulière par la population d'études. Donc cette mortalité spécifique nous donne donc le risque de décès lié à la maladie. Dans notre exemple du Kenya, nous pouvons calculer la mortalité spécifique due au paludisme en divisant le nombre de 27 000 décès qui lui sont imputés par la population de près de 50 millions d'individus. En multipliant le résultat par un facteur 100 000 pour éviter tous les zéros après la virgule, on obtient une mortalité spécifique de 54 décès dus au paludisme pour 100 000 personnes. On peut également calculer un taux de mortalité spécifique en divisant le nombre de décès dus à la maladie par la somme des personnes temps si on dispose de ces données pour le faire. Nous venons donc de décliner deux façons de calculer des mortalités, de façon globale et de façon spécifique. Alors nous allons encore voir d'autres façons d'envisager les choses. Alors prenons comme exemple simplifié, sur 1000 décès d'enfants dans un pays tropical, 160 sont dus au paludisme et 170 décès sont dus à la rougeole. Et on voudrait maintenant estimer la part des décès dus à chacune de ces maladies. Et c'est ce que va nous fournir le calcul de la mortalité proportionnelle. C'est la part, la proportion des décès dus à une maladie donnée. On calcule donc le rapport du nombre de décès dus à cette maladie divisé par le nombre total des décès. Donc attention ici, le dénominateur n'est pas la population dont sont issus les décès, mais le total des seuls décès. Alors l'intérêt de ce calcul de mortalité proportionnelle, c'est lorsqu'on ne dispose pas de chiffres de démographie sur la population. On peut néanmoins établir le poids relatif des maladies dans les décès avec les seules données locales de l'hôpital par exemple. Donc dans notre exemple, la mortalité proportionnelle liée au paludisme serait de 16%. Cela veut dire que sur 100 décès d'enfants, 16 sont dus au paludisme. Idem avec la rougeole, 17 décès d'enfants sur 100 sont dus à la rougeole. Et si on collige la somme des mortalités proportionnelles de toutes les causes de décès, on obtient 100% des décès. Donc ces proportions peuvent s'exprimer graphiquement avec un camembert. Ici, on a la distribution des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans d'un camp de réfugiés africains. Et nous avons ici le diagramme de la distribution des causes de décès en France. Chaque chiffre indiqué est une mortalité proportionnelle. Donc, différence essentielle de la mortalité proportionnelle par rapport à la mortalité spécifique que nous avons vue précédemment, où le dénominateur était la population d'études. Ici, le dénominateur est le nombre total des décès. Alors nous allons voir une dernière façon d'envisager l'étude des décès. Alors, nous allons reprendre l'exemple du Kenya, où nous avions observé 27 000 décès liés au paludisme, et cette fois-ci on ne va pas s'intéresser à la population générale, mais aux seuls sujets qui ont contracté un paludisme pendant cette année-là. On va établir un nouveau rapport appelé létalité, qui est le rapport du nombre de décès dus à une maladie donnée sur le nombre de cas de cette maladie. Donc la létalité, c'est donc un risque de décès dû à une maladie. Alors on voit donc que la létalité est un indicateur de la gravité de la maladie. Plus il y a de décès, plus la maladie est grave. Mais c'est aussi un indicateur de la qualité de la prise en charge des malades. Si les traitements sont plus efficaces, s'ils sont mieux administrés, on doit voir baisser la létalité. Dans notre exemple du Kenya, la létalité se calcule en divisant 27 000 décès par 839 000 cas.
Et on trouve 3,2 décès pour 100 cas de paludisme. Alors je voudrais attirer votre attention sur une confusion fréquente, faite notamment dans les médias, où on mélange très souvent létalité et mortalité. Dans cet exemple, la mortalité due au paludisme était de 54 pour 100 000 habitants, ce qui n'a rien à voir avec ces 3% de létalité. Alors, illustrons l'intérêt du calcul de la létalité avec un autre exemple. Ici, il s'agit d'une épidémie de choléra au Mozambique et la courbe représente le nombre de cas cumulés au fur et à mesure que le temps passe. Le 15 mars, plus de 7000 cas de choléra ont été déclarés. Sur le graphique, on a rajouté une deuxième courbe, la courbe de la létalité exprimée en pourcentage sur l'axe des ordonnées à gauche. Alors on voit que la létalité est relativement faible au début de l'épidémie, et puis elle croît très fortement pendant la première période de janvier, puis s'infléchit en plateau et décroît ensuite progressivement. Alors comment expliquer une telle variation de la létalité en quelques semaines alors que la maladie est la même? Alors on peut faire l'hypothèse qu'au début de l'épidémie, les cas peu nombreux étaient correctement pris en charge et traités dans les dispensaires locaux. Mais au fur et à mesure de l'afflux des nouveaux cas, ces structures ont vite été débordées et les malades ne pouvaient plus être correctement traités. Alors, la flèche indique le moment où les centres de traitement spéciaux ont pu être mis en place, qui ensuite, progressivement, ont réussi à prendre en charge correctement les patients et à faire régresser la létalité en dessous du seuil de 3%. Alors sur ce diagramme, on compare les létalités observées au cours d'une dizaine d'épidémies de choléra prises en charge par MSF dans les années 90. Alors la grande disparité de ces chiffres illustre les difficultés logistiques rencontrées par certains centres pour mettre en place rapidement des soins adaptés. Donc dans ces deux exemples, vous voyez clairement l'intérêt de l'utilisation de cet indicateur, la létalité, dans l'analyse de la prise en charge et de l'efficacité des soins. Alors nous voilà donc à la fin de cet exposé où nous avons vu les plus importants des indicateurs épidémiologiques. La prévalence qui mesure le poids d'une maladie, l'incidence cumulée et le taux d'attaque qui mesure le risque d'une maladie, la densité d'incidence ou vrai taux d'incidence qui mesure la vitesse de survenue d'une maladie. Et dans un deuxième temps, nous avons vu plusieurs indicateurs de mortalité, les mortalités globales et spécifiques qui sont analogues au calcul d'incidence. Souvenez-vous que la mortalité, c'est l'incidence des décès. Nous avons vu également d'autres indicateurs comme la mortalité proportionnelle qui mesure le poids d'une maladie dans la somme des décès. Et enfin la létalité qui mesure la gravité ou au contraire la qualité des soins. Alors parmi ces indicateurs, lesquels choisir? Alors tout dépend des objectifs. Si l'objectif est d'évaluer l'état de santé d'une population, de mesurer le poids d'une maladie, d'estimer des besoins de prise en charge, ce sont les indicateurs de prévalence et de létalité qu'on va choisir. Si l'objectif est de mesurer un risque, nous avons vu que c'était l'incidence cumulée, ou le taux d'attaque, ou la mortalité simple qui sont le plus adaptés. Enfin, si l'on veut mesurer la vitesse de survenue d'une maladie, prévoir son évolution ou modéliser, on utilisera les taux d'incidence ou les taux de mortalité. Et je voudrais finir sur cet aphorisme de Mike Gregg, ancien responsable des formations d'épidémiologistes au CDC d'Atlanta, qui disait en boutade à ses étudiants « Lorsque vous ne savez pas quoi faire d'un nombre, calculez un taux ». Et je vous dis donc à bientôt. Voici une petite liste de références bibliographiques sur le sujet.